Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama et sur YouTube, c'est François Merrill, le président de la CFE-CGC. Bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. Et moi-même, je vous adresse tous mes vœux pour l'année 2026. Bon, est-ce que c'est une bonne résolution, ce que souhaite le gouvernement qui envisage de débloquer un déblocage exceptionnel de l'épargne salariale en 2026 afin de permettre aux salariés qui gagnent moins de 2 SMIC de débloquer jusqu'à 2 000 € défiscalisés en payant CSG et CRDS. 3 millions de salariés potentiellement sont concernés. Est-ce que c'est une bonne mesure en faveur du pouvoir d'achat ? Oui, c'est toujours une mesure qui est appréciée, en fait, par les salariés, bien entendu. Moi, ce qui m'interroge, c'est deux choses par rapport à cette décision. Pourquoi la limiter à un niveau de revenu ? Une fois de plus, on en reparlera peut-être au cours de l'interview. Voilà, il y a une population qui est la population que je représente, les techniciens, les agents de maîtrise, les cadres, des gens investis dans les entreprises qui gagnent un peu plus que le SMIC, dont on voit bien qu'eux sont considérés par le gouvernement comme étant ceux qui sont toujours bons à être taxés, mais jamais bons à être éligibles à des dispositifs entre guillemets considérés comme favorables. Donc oui au déblocage de l'épargne salariale. Oui, bien sûr, c'est un fusil à un coup. Attention, il faut toujours se méfier de ce genre de dispositif. Ce n'est pas la première fois qu'on le mobilise. Ça ne sert qu'une fois. Voilà. Donc, bon, moi, je ne suis pas contre. C'est quand même une mesure. Certains syndicats disent l'épargne salariale pour relancer la consommation, ça ne sert pas à ça, quoi, en théorie. L'épargne salariale, c'est pour financer un achat immobilier, c'est pour la retraite, c'est pas pour financer c'est comme le les ticket dépenses restaurant pour faire les courses. On a autorisé l'utilisation du ticket restaurant pour faire les courses. Qu'est-ce qui s'est passé ? Plans sociaux dans les entreprises de restauration collective juste après. Voilà. Donc chaque mesure a son avantage immédiat. Elle a ses conséquences à moyen et long terme. Les syndicats semblent plutôt défavorables à ce déblocage exceptionnel de l'épargne salariale. Vous, à la CFE-CGC, vous n'êtes pas contre ? Nous, on va dire, ni pour ni contre, on n'a pas tellement d'avis sur le sujet. On pense que voilà, c'est une mesure comme une autre qui n'est pas vraiment stratégique. Voilà, c'est une mesure, on utilise un peu la réserve pour relancer le pouvoir d'achat. Si on veut relancer le pouvoir d'achat dans ce pays, il faut avoir une politique salariale adaptée aux enjeux. C'est pas le rôle du gouvernement, ça, pour le coup. Le gouvernement, vous savez, c'est lui qui définit quel est son rôle. Il sait assez bien s'occuper de ce qu'il ne regarde pas, s'agissant du fonctionnement du paritarisme, en nous mettant des commissaires du gouvernement partout pour contrôler comment on respire, si on prend des stylos 4 couleurs ou des stylos bleus pour signer, etc. Donc, ça va. Non, pour moi, ce n'est pas un sujet déterminant. Il y en a d'autres beaucoup plus importants. Pour moi, c'est quand même un peu un aveu de faiblesse sur la capacité, dont je vais peut-être dire du bien tout à l'heure, je vous préviens, la capacité de faiblesse d'un gouvernement à intervenir pour relancer réellement et sérieusement le pouvoir d'achat des Françaises. On parlait juste avant, avec le Figaro, de ce budget qui revient en commission des finances à l'Assemblée nationale, un gouvernement qui veut un budget avant la fin du mois. Comment vous voyez ça, vous, vu de l'extérieur ? Est-ce que vous vous dites, voilà, est-ce que si la France n'a pas de budget et qu'on fonctionne sous loi spéciale, est-ce que c'est si grave que ça ? Est-ce qu'il faut taxer toujours les plus aisés ? On n'a pas de budget, est-ce que c'est grave ou pas ? Bon, j'ai bien entendu votre interview, je voudrais vous dire deux choses. Pour tout vous dire, pour moi, la question de pas de budget qui envahit l'espace médiatique et politique depuis 4 mois, en fait. La vérité, c'est qu'elle est secondaire. Quelle est la stratégie ? Il n'y a pas de stratégie, en fait. Le budget est normalement un outil pensé pour être à l'appui du déploiement d'une stratégie. Quand on a une majorité à l'Assemblée. Mais ça n'empêche pas le gouvernement, il y a un gouvernement. Le gouvernement, il existe, il peut avoir une stratégie. Moi, j'attendais, par exemple, que dans ce budget, on nous annonce qu'on va relancer la recherche publique. Rappel, la recherche publique française est très nettement en dessous des objectifs européens, très nettement en dessous de la moyenne de l'OCDE, 1 point de moins que l'Allemagne, 2 points de moins que la Corée du Sud. Moi, j'attends que dans le budget, on nous dise, on met, là, pour commencer, 10 milliards sur la table, en progressif, pour relancer la recherche. Ça, c'est un budget qui a de la gueule. Et puis après, on se pose les bonnes questions. Il y a 5% de déficit public depuis 3 ans. Ça sera la 4e année en 2026. C'est dangereux, ça. Pourquoi il y a 5% de déficit ?
parce que les politiques qui ont été menées depuis des années sont des politiques dépensières qui ne produisent pas de résultats économiques. La fameuse politique de l'offre. Moi, j'arrête pas de le dire. À chaque Il ne faut pas soutenir les entreprises. Il ne faut pas le dire. Mais il faut soutenir les entreprises. C'est ça la politique de l'offre. Mais non, pas du tout. Il faut soutenir les entreprises s'énerve, là. et avoir une politique adaptée, à avoir une efficacité économique. La politique telle qu'elle a été pensée, déployée, développée par Emmanuel Macron et ses différents gouvernements, n'a pas produit d'efficacité économique. En matière d'emploi aussi, quand même, on a quand même un taux de chômage qui a baissé, des créations d'emplois. Si on compare la performance de la France versus la moyenne européenne, versus certains pays qui sont très comparables à la France, la performance n'est pas meilleure. D'ailleurs, par ailleurs, beaucoup d'autres pays dans l'OCDE ont aussi des politiques on va dire, de transfert d'argent public et de soutien à l'activité économique. Tout le monde le fait. C'est quoi une politique de l'offre ? Chine, les États-Unis. C'est quoi une politique de l'offre qui est efficace alors ? Une politique de l'offre, c'est une politique qui est ciblée, conditionnée. C'est une politique dans laquelle on déploie tous les efforts suffisants à ce que l'argent public qui est investi dans l'économie, donc à l'appui de l'économie, et y compris les entreprises privées, eh bien, il faut se donner les garanties que cet argent, il a produit du résultat. Au passage, c'est ce qu'on fait dans toutes les entreprises. Moi, j'ai travaillé toute ma vie dans l'industrie, je viens du privé, je suis ingénieur. Vous ne déposez pas une demande d'investissement, une demande de financement de quoi que ce soit, si vous ne justifiez pas à travers un dossier parfaitement documenté et argumenté que cet argent-là va être investi de façon utile et va produire du résultat économique. Ce que fait Emmanuel Macron, ce qu'ont fait ses gouvernements, c'est ouvrir la mallette à billets et la déverser devant le ventilateur, en disant il en restera toujours bien quelque chose d'utile. C'est l'équivalent d'arroser avec une lampe à incendie une petite plante qui est plantée au milieu d'un bac à sable. En disant mais de toute façon, il y a bien quelques gouttes d'eau qui vont atteindre leur cible. Mais il faut aider ça, c'est pas raisonnable. Quelles sont les entreprises qu'il faut aider ou celles qu'il ne faut pas aider concrètement ? Moi, je dis qu'il y a des entreprises qu'il faut aider, il y a des entreprises que ce n'est pas nécessaire d'aider. Mais pourquoi ça n'apparaît pas logique à tout le monde ? À l'évidence, pour le gouvernement... Et quand on baisse l'impôt sur les sociétés qui est passé de 33 un tiers à 25%, qui nous met dans la norme européenne, on est dans la moyenne européenne, c'est pour toutes les entreprises. On ne peut pas se dire, non, toi t'es grand, tu vas payer plus, toi t'es petit, tu vas payer moins. Mais moi je ne suis pas d'accord avec ça. Quand on parle des personnes physiques, on considère comme normal, c'est le principe même de la solidarité, dit de la redistribution, qu'il y a des personnes qui sont plus éligibles à une forme de solidarité, c'est-à-dire à des moyens qui les aident à affronter la difficulté de la vie. Ça me va très bien. C'est notre système social qui, par ailleurs, étendu au système fiscal, au service public, etc., fonctionne pour les individus. Pourquoi vis-à-vis du secteur économique, ce ne serait pas pareil ? Pourquoi est-ce qu'on ne définirait pas qu'il y a des secteurs économiques qui nécessitent d'être plus dans l'attention des pouvoirs publics pour pouvoir être soutenus ? Lesquels, par exemple ? Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas des tailles d'entreprises ? Moi, je pense par exemple que toutes les activités qui sont en général assez proches des activités industrielles, qui sont à forte intensité de développement technologique, d'investissement dans la recherche, il faut les aider en priorité. Les fameux 7,3 milliards de crédit impôt recherche, dont j'ai dit partout, y compris ici, que le problème n'était pas le montant, le problème c'est l'efficacité du dispositif. C'est un panier percé ce truc. Moi, je vous propose une autre méthode, je mets 20 milliards sur la table, j'en donne 10 milliards au CNRS, à l'INRA, etc., à toutes les recherches publiques pour leur recherche à eux, et je leur dis vous avez 10 milliards de plus, et vous les mettez à disposition de recherche, donc de cofinancement avec le privé. Ça marche. Et il faut mettre des conditions. Vous déposez des brevets. Les brevets, la France, l'année dernière, 16 500 brevets. L'Allemagne, 56 000 brevets. Mais ça fait réfléchir personne, ça pose de questions à personne. On a un vrai problème par rapport à ça. Vous voyez que les histoires sur le budget, retirer 1 euro par-ci, remettre 1 euro par-là, tout ça c'est secondaire par rapport à la stratégie. Dernier point, c'est quoi une personne aisée ? Ça c'est vachement intéressant. Moi, j'en fais partie des personnes aisées. Toute ma vie, j'aurais été dans François Hollande avait dit les riches, c'est 4 000 euros par mois. Voilà, c'est toujours ceux qui sont toujours bons à être dans la base taxable et que petit à petit, on exclut du bénéfice des dispositifs. Aujourd'hui, un cadre moyen, on va dire,
Bah, il paye plein pot à la cantine, il paye plein pot dans tous les services publics, etc. Lui, par contre, il cotise plein pot. Mais au moment où il s'agit finalement d'être dans la communauté des gens qui vont avoir accès aux dispositifs mutualisés, on lui dit non, mais attends, toi, tu as les moyens finalement. Mais on a les moyens jusqu'à quand? Quand il s'agit de discuter, on est en pleine phase de négociation annuelle obligatoire dans les entreprises. C'est quoi les mesures? Il n'y a plus d'augmentation générale. On dit aux gens, ce sera finalement une prime pour tout le monde, la même pour tout le monde. On fait des augmentations à minima, mais par contre, on va mettre un talon pour les très très bas salaires. Mais c'est quoi l'objectif de la France? C'est quoi l'objectif de nos entreprises en France? C'est que demain, tous les salariés des entreprises soient des salariés bas salaires. En fait, c'est ça le truc. Mais pour moi, ce n'est pas du tout une façon d'avoir une ambition pour notre pays. Emmanuel Macron, et j'en termine, quand Donald Trump, qui était qu'au début d'une grande séquence, il y a quelques mois, il a licencié, je crois, 2000 ou plus que ça, chercheurs à la NASA, etc. Emmanuel Macron, il est monté sur ce rocher, il a dit « venez en France ». Mais moi, ça m'a fait marrer, parce que parmi ces chercheurs licenciés, entre autres, il y a beaucoup de chercheurs français qui sont partis aux États-Unis parce qu'ils n'ont pas de place en France, parce qu'ils n'ont pas de poste. Vous faites aujourd'hui un doctorat en France, voire même un post-doctorat à l'étranger, dans une discipline qui est plutôt en pointe, que ce soit sur la transition climatique, que ce soit sur des questions d'électronique, sur des questions d'intelligence artificielle. Vous dites, mais moi j'ai envie de rester en France, je veux rentrer dans un labo. On vous dit, non, mais reviens quand tu auras 35 ans. Pour le moment, il n'y a pas de place. Mais ça devrait être la priorité numéro 1 de nos dirigeants. Mais je vais vous dire pourquoi ça ne l'est pas. Parce que c'est trop complexe pour eux. Eux, ce sont des gens qui font très bien la seule chose qu'ils savent faire, équilibrer les comptes. Je suis désolé. Quand on dirige, on en est loin en plus. Politique, on en est loin et en plus, ils ne l'équilibrent même pas. Ouais. Mais quand on fait de la politique, il faut avoir une vision un peu plus ambitieuse des choses. Moi, je dis, il faut remettre la France, c'est un train, il faut la remettre sur les bons rails. Bon, sur l'emploi, est-ce qu'on est sur les bons rails? Parce que l'emploi salarié, je regardais, il résiste quand même en France. Je regardais les chiffres, les effectifs ont reculé de 11 000 postes au troisième trimestre, après augmenter au second. Sur un an, le marché du travail étant un peu en contraction, mais ça reste contenu. Mais c'est vrai. Il tient le marché du travail. C'est vrai, cet indicateur-là, finalement, n'est pas trop dégradé. Moi, je m'en réjouis. Mais je reste extrêmement vigilant et pour tout vous dire, un peu inquiet. Je crois même avoir dit ici il y a quelques mois que l'année 2025 serait l'année la plus dure à affronter et que toutes les entreprises qui passeraient l'année se retrouveraient en bonne position en 2026. Malheureusement, ça ne semble pas être totalement le cas. C'est-à-dire que et la faute à qui? La faute à l'instabilité politique, la faute au contexte géopolitique, la faute... Tout n'est pas facilement tabulable, mais il y a quand même aujourd'hui des indicateurs qui sont très préoccupants. Il y a les faillites d'entreprises. Oui, j'allais dire juste après, je voulais en parler. 68 500 selon Allianz Trade. Le chiffre vient de sortir sur 2025, en hausse de 3%, record historique sur les faillites. Les petites structures sont souvent les plus vulnérables, mais apparemment, même les grandes entreprises ne sont plus épargnées. Et là, effectivement, c'est un sujet d'inquiétude, même si on devrait rester sur un plateau haut sur 2026 en matière de défaillance, d'après Allianz Trade. Alors, il se passe un phénomène. Moi, je pense qu'il faut considérer différemment les très petites entreprises, notamment de l'artisanat, qui sont impactées quand même par des éléments de conjoncture différés. Il y a eu le prêt garanti par l'État, etc., qui aujourd'hui est exigé, que je trouve dans des conditions quand même assez dégueulasses, pour tout dire. Tous les réseaux bancaires qui affichent des bénéfices incroyables, qui rachètent des actions, comme ils ont un prix garanti par l'État, ils viennent chercher leur mensualité et les entreprises elles partent au tapis. D'autres pays du monde, y compris les États-Unis, ont trouvé d'autres moyens d'agir. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail que ça, mais je crois que là aussi, il y a des bonnes questions à se poser. Moi, j'étais au tribunal de commerce de Chambéry, pas l'année dernière, mais l'année d'avant. Je les ai vus, les gens. Je les ai vus, les gens, des petites boîtes, des petites entreprises, etc. Dans des secteurs bien spécifiques? Dans des secteurs, dans la plupart des secteurs, mais qui n'avaient plus à affronter leur traite, l'injonction de rembourser les prêts, etc. Et qui disaient, non, la meilleure solution, c'est d'aller au tribunal. Le problème, c'est que c'est un mécanisme en cascade. On sait très bien que les 2/3 des défaillances d'entreprise, les 2/3, et sont imputables à un défaut de rentrée d'argent. En fait, c'est tout simplement des clients qui ne payent pas. Mais le client
qui fait défaut, qui fait faillite, il ne paye pas son fournisseur, du coup après c'est le fournisseur qui va au tribunal. Il y a un mécanisme de cascade. Et pour les entreprises de taille intermédiaire, moi je l'affirme ici, il y a un déficit de stratégie. C'est vrai que les marchés ne sont pas faciles, mais les marchés, ce n'est pas univoque. Si vous faites, moi je viens de l'industrie, je sais comment ça marche, en tout cas j'affirme savoir comment ça marche, il faut en permanence être vigilant sur l'évolution des marchés, sur la requalification des produits, faire de la recherche, faire du marketing, du développement, faire du commercial. Voilà, tout n'est pas simplement donné sur la table, c'est pas facile, et il faut investir, travailler. Si vous investissez pas, vous disparaissez. Il faut arrêter de vous plaindre. François Aumeril, le dialogue social, parce que c'est toujours bien de demander à nos amis députés de trouver des compromis, mais il semble quand même que le dialogue social, on le voit bien entre patronat et syndicats, alors je cherche le bon mot, ensablé, encalminé. Pourquoi vous n'arrivez pas vous aussi à trouver des compromis? Vous allez me dire que c'est la faute du MEDEF. Ouais, c'est vrai. Ouais, je le dis évidemment, pas toujours. C'est toujours la faute des autres. Hein. Non, je le dis pas toujours, mais je crois qu'on vit une période finalement un peu originale, peut-être pas facile à déconvoluer, mais je vais vous le dire avec mes mots, hein, toujours un peu imagé. Le MEDEF, il a eu tout ce qu'il voulait. Tout. Depuis Emmanuel Macron, mais même avant lui. Il suffisait qu'il prenne son téléphone, je veux ça, il l'avait, direct. J'en ai été le témoin. Sur un certain nombre de sujets, j'ai vu les choses se faire. Donc quand vous avez l'habitude de tout avoir, toujours, quand tout d'un coup on vous dit ça va être un peu plus compliqué, j'ai pas la majorité, il faut que je fasse des... Donc tu n'auras peut-être pas tout ce que tu veux, peut-être ça va être un peu plus compliqué. Qu'est-ce qu'il fait le MEDEF? Il tape du pied comme un adolescent à qui on a refusé de sortir. Il s'enferme dans sa chambre, il crie, etc. Du coup il n'est pas disponible. Il n'est pas disponible pour le compromis. C'est exactement ça qui se passe. Bon, moi je pense qu'on va en sortir, tout ça va retomber un petit peu. On a aujourd'hui une séquence que moi je trouve très intéressante et très valorisante pour nous, c'est la fameuse conférence travail, emploi, retraite. Voulue par le gouvernement. Et qu'on a toujours aspiré de nos voeux. Moi je veux vous dire ici, je pense que je le dois aux équipes en place, qu'on a un gouvernement qui sait prendre des risques. Voilà. Moi parfois je suis très critique, et donc quand il faut aussi faire des compliments, il faut le faire aussi. Prendre des risques pour quel résultat? Il sait prendre des risques, oui, mais c'est déjà ça, vous savez. Sur quel sujet? Les petits pas, Sur par quoi exemple. est-ce que les syndicats et le patronat peuvent trouver un terrain d'entente? À travers, si vous voulez, Le compromis. à travers la conférence sociale, on aborde les sujets dans des ateliers de travail. On va pouvoir objectiver les choses sur les questions qui sont relatives au travail, à l'emploi. Par exemple, nous, pour l'emploi, il y a eu un exposé au CESE quand il y a eu l'ouverture de la conférence de Antoine Bozio sur la problématique très française d'un taux d'emploi qui est inférieur à la moyenne de l'OCDE. Le problème, c'est les moins de 28 ans, c'est les plus de 55 ans. Exactement. Dès l'instant qu'on sait... Des années qu'on dit ça. Voilà, ça fait des années qu'on le dit. Au moins, c'est propre. Bozio, il nous dit, c'est 100% du problème. Si c'est 100% du problème, c'est magique. On ne devrait pas avoir de problème pour le régler. Et c'est là où on doit avoir une ouverture avec le patronat, justement. Moi, je pense qu'il faut tordre un peu le bras au patronat. C'est au gouvernement de le faire. On ne peut pas le faire sans le gouvernement. Il faut que le gouvernement dise au patronat, et ça va changer la donne. Vous savez quoi? Si vous n'êtes pas capable de trouver un accord sur les pré-retraites progressives, un accord vraiment ambitieux, vraiment un truc qui permet de faire rentrer des millions de personnes dans des dispositifs de pré-retraite progressive à partir de 55 ans, c'est moi qui vais le faire. Là, au moins, on met la pression dans le système. Et on est capable, nous, de négocier avec le patronat. Le gouvernement ne met pas assez la pression sur le patronat? C'est évident. C'est évident. Il commence à le faire, on voit bien le résultat. Tout le monde s'énerve. Le patronat, il sèche la conférence sociale. Oui. C'est quand même grossier comme façon de faire. Alors moi, j'accable personne. J'ai par ailleurs de très bonnes relations avec Patrick Martin, que je salue. C'est pas lui que je critique en tant que tel, c'est l'organisation. Le MEDEF a perdu la compétence de pouvoir négocier. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils considèrent que ce n'était pas nécessaire. Il suffisait de demander pour avoir. Non, la vie, c'est pas comme ça. Donc, ce gouvernement a le courage de changer un peu la donne. Et par ailleurs, Jean-Pierre Farandou, le ministre du Travail, on a avec lui vraiment... c'est pas un politique de nature. Là, enfin, on sort un peu de la langue de bois, des injonctions de la haute administration. On est dans le concret, on essaie de faire avancer un certain nombre de choses. On se souhaite quoi pour cette année, en guise de conclusion? Moi, je continue de souhaiter que le monde politique, parce qu'en fait, moi, je suis syndicaliste, je ne suis pas dans le cercle du pouvoir. Moi, j'occupe l'espace que le politique veut bien me dédier. Voilà. Il me dit, vas-y, va jouer sur ce terrain-là. Et s'il referme l'espace,
je ne peux pas le prendre de force. Moi, je souhaite qu'on nous laisse des espaces bien cadrés et qu'on puisse déployer notre capacité à négocier dans ces espaces. Sur quoi, par exemple? Et pour ça, Pourquoi on peut rêver un peu cette année, un compromis entre patronat et syndicats en faveur des salariés? on a actuellement des sujets qui sont en cours sur l'assurance chômage, une fois de plus. Je trouve que c'est bien que le ministre Farandou, il ait dit la lettre de cadrage, on la met à la poubelle, maintenant je vous fais confiance. Il y a la question... Il y a eu ça pour le conclave sur les retraites, ça a donné rien du tout. Hein. Ça n'a pas donné grand-chose in fine. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui n'ont pas joué le jeu à la fin. Qui ça? Le MEDEF, une fois de plus. Il y a la question des ruptures conventionnelles. Moi, je pense que c'est un sujet pas tellement dans le fait qu'il y aurait, selon certains, des personnes éligibles de fait à l'assurance chômage, alors qu'ils ne le mériteraient pas. Pour moi, c'est un sujet totalement annexe, même si il faudra probablement le regarder. Moi, ce qui m'inquiète, c'est l'extraordinaire mobilité d'une génération dans l'entreprise. Mon idée, ce que moi je défends au nom de la CFE-CGC, c'est que le progrès, c'est l'addition des volontés individuelles de progresser. Et ça définit bien un membre de l'encadrement, un technicien, un agent de maîtrise et un cadre. C'est quelqu'un qui, dans l'entreprise, intègre finalement son projet professionnel et qui, par ce mouvement-là, va faire progresser l'entreprise. Et donc, il faut lui donner de l'espace, mais surtout, il faut lui proposer une perspective qui fait qu'il n'aura pas envie de partir au bout de 18 mois. Alors, la problématique de la rupture conventionnelle et notamment de l'explosion de son nombre, si on veut le cibler, s'agissant de ce que dénonce le patronat, à savoir des démissions qui deviennent des ruptures conventionnelles, pas faux, il signe lui-même. Vous savez, le patronat, il est marrant, parce qu'au moment où il veut la rupture conventionnelle, c'est uniquement pour remplacer les licenciements, pour qu'il n'ait plus le problème d'avoir à gérer un licenciement et un recours au prud'homme. Mais il se trouve que, comme par nature, une rupture conventionnelle, c'est équilibré entre les deux parties. Il y a aussi des gens qui souhaitent démissionner, qui sollicitent une rupture conventionnelle. Mais ça, le patronat, ça le choque. Il dit, non, moi j'ai fait ça uniquement pour avoir à licencier les gens. Ça dépend qui demande. En fait, il se fout du monde. Donc, mais moi, je ne viens pas balayer le sujet. Je dis, il y a un sujet. Moi, personnellement, ça m'interroge et je pense que c'est un problème économique, l'instabilité et le désinvestissement d'un certain nombre de personnes, par ailleurs fort diplômées, qui finalement ont du mal à trouver leur projet professionnel dans l'entreprise. Allez, merci pour cet entretien. Merci à vous, toujours un plaisir. François Meril, le président de la CFE-CGC, invité de la grande interview en direct sur Boursorama et sur YouTube. Merci, à bientôt. Merci.